d'un objet après sa chute. Et on peut mesurer cette vitesse et à partir de là dire oui ou non si cette loi est valable. Qu'est-ce qu'on peut tout de suite dire par rapport à cette explication de la falsifiabilité d'un point de vue philosophique? Qu'est-ce qui sera alternatif? On a une théorie et on a une expérience qui contredit la théorie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que l'expérience est fausse finalement. Ben voilà, que l'expérience est fausse, que les conditions d'expérience sont mal déterminées, etc. Qu'on garde bien la théorie, qu'on ne s'occupe pas de l'expérience et qu'on essaye de trouver la faute dans une théorie, pas de perception par exemple. Ce que je vois, en fait, je me trompe, c'est une apparence, etc. Il faut toujours bien être conscient que toute approche philosophique ou théorique, il y a toujours plusieurs possibilités d'argumenter et c'est pas un chemin tout droit et tout lisse, n'est-ce pas? Il y a toujours, en philosophie, il y a toujours plusieurs possibilités de mettre un argument fort et l'autre argument moins fort. Est-ce que c'est pas Newton qui a inventé qui a découvert la loi de la gravité? Tout à fait. Alors que Galilée, il a bien trouvé la loi de la chute libre. Pour lui, il n'avait pas une loi de gravitation. Donc effectivement, ça reste une loi descriptive. Il n'y a pas notamment la notion d'une force de gravitation entre deux masses comme l'a élaboré Newton vers la fin du XVIIe siècle. Les satellites de Jupiter, la Terre autour du Soleil, la Lune et les marées, et jusqu'à la pomme qui tombe de l'arbre, tout cela est régi par les mêmes rapports mathématiques rigoureux. Tout cela fonctionne comme un grand mécanisme d'horlogerie grâce à Newton. Jamais l'harmonie du monde et des nombres n'a été si parfaite. À la même époque, se développe le courant philosophique empiriste. Posons donc au commencement l'âme est ce qu'on appelle une table rase, vide de tout caractère, sans aucune idée, quelle qu'elle soit. Comment vient-elle à recevoir des idées? À cela, je réponds en un mot, de l'expérience. Mais si toutes les connaissances viennent de l'expérience, et qu'il n'y a plus d'idées, on est carrément à l'opposé de Platon. Oui, bien sûr, on est justement Locke est ce qu'on appelle un empirisme. Maintenant, c'est des étiquettes empirisme, rationalisme, platonisme, c'est des étiquettes très larges. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quel est le problème? Si tout vient de l'expérience, n'est-ce pas? Comment distinguer la physique des mathématiques? La physique, là, il y a toujours un progrès mathématique, mais que la somme des angles d'un triangle possède 180 degrés, on dit que dans la géométrie euclidienne c'est vrai, c'était vrai, c'est vrai, ça sera vrai. Alors comment on arrive? Alors la réponse de l'empirisme n'est pas triviale. Ça marche de la manière suivante. On a des sensations qui nous viennent de l'extérieur. Ensuite, sur ces données, Locke, il dit, il y a une autre capacité qu'il appelle réflexion, qui réfléchit sur les données. Et ensuite, on regarde s'il y a convenance ou disconvenance entre des idées. Et la logique et les mathématiques, maintenant, sont construits par une connaissance intuitive qu'on voit si on compare les idées, si on fait des relations entre des idées, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, il y a une connaissance intuitive immédiate. On pourrait dire de cette manière quand même qu'il arrive
Locke, même l'empiriste, de garder un caractère analytique, entre guillemets, des mathématiques, c'est-à-dire que les mathématiques même sont d'une certaine manière indépendantes d'un contrôle de l'expérience, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de retourner dans l'expérience pour vérifier un résultat mathématique. Voilà, peut-être nous pouvons lire un autre petit texte de Hume, cette fois-ci pour avoir plus de clarté dans donc l'empirisme du XVIIIe siècle. Est-ce que Aurélien, vous... Quand nous parcourons les bibliothèques, que nous faut-il détruire? Si nous prenons en main un volume quelconque, de théologie ou de métaphysique scolastique par exemple, demandons-nous, contient-il des raisonnements abstraits sur la quantité ou le nombre? Non. Contient-il des raisonnements expérimentaux sur des questions de fait et d'existence? Non. Alors mettez-le au feu, car il ne contient que sophisme et illusion. Donc, vous voyez, là, vous avez cette question typique. Il y a d'une part ce qui est mathématique pure, et d'autre part ce qui est